C'est pas que M. Fitzgibbon et moi, on puisse avoir des divergences sur des choses peuvent exister, mais c'est pas ça qui fait que je quitte. Sophie n'avait pas contrairement à ce que certains ont dit, de différence d'orientation avec nous autres, mais de façon personnelle, elle a choisi que pour elle, c'était le temps de passer à autre chose. Je respecte ça. La PDG d'Hydro-Québec sur sa décision de quitter la direction de la société d'État et la réaction de François Legault et surtout l'assurance que cela n'a rien à voir directement avec la relation ou les tensions entre Sophie Brochu et le gouvernement Legault. Comment interpréter cette annonce qui a quand même été surprenante cette semaine? C'est là-dessus qu'on lance la discussion avec nos panélistes cette semaine. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Et Michel Séauger est analyste politique à La Presse et Radio-Canada. Bonne année à vous trois. Merci. Bonne année. Michel, qu'est-ce qui s'est passé? Contrat de Mme Brochu, il est encore valide pour quelques années. Le salaire est intéressant. Les conditions de travail sont pas mauvaises. Pourquoi aurait-elle décidé au lendemain de la période des fêtes qu'il était temps d'aller voir ailleurs? Parce que peu avant les fêtes, il y a eu une première réunion de ce comité ministériel auquel elle était conviée sur l'avenir hydroélectrique et l'avenir énergétique du Québec. Et de toute évidence, elle a vu que le courant ne passerait pas. On peut dire après ça, non, j'y vais pour des raisons personnelles et tout. À la fin, il y a un seul actionnaire de sa compagnie, c'est le gouvernement. Alors, c'est l'actionnaire qui va décider. Et Mme Brochu a décidé que ce combat-là était perdu d'avance, bien simplement. Elle va dire le contraire. On est au Québec, puis le Québec est petit, puis l'avenir dure longtemps. On ne dit pas toujours les vraies choses quand on part. Mais de toute évidence, elle n'était pas sur la même longueur d'onde que le gouvernement. Puis qu'on a vu M. Legault et M. Fitzgibbon, cette semaine, tomber exactement dans ce que Mme Brochu ne voulait pas faire. On a des kilowatts qui sont prêts, qu'on va le donner à tous ceux qui veulent développer le Québec. C'est exactement ce qu'elle disait qu'il fallait faire. C'est un changement de cap quand même, Chantal, par rapport à l'attitude qu'elle avait adoptée il y a quelques mois à peine, où elle disait il n'est pas question... c'était inscrit en faux, essentiellement, contre l'attitude du gouvernement. Là, elle a vraiment juste dit non, ça va aller. Qu'est-ce que vous lisez là-dedans, vous? À peu près la même chose que Michel. J'ai l'impression qu'elle s'est donné le temps de voir venir, de voir ce comité-là. Clairement, la masse critique autour de cette table-là était assez évidente. Et je ne crois pas qu'elle parte en pleine crise, ce qui permet à tout le monde d'être en train de dire la vérité. Okay. Mais je crois que si elle avait vu des lendemains qui chantent dans sa boule de cristal après cette réunion-là, probablement qu'elle serait encore là. Et qu'à la fin, en regardant la boule de cristal, elle s'est dit, les lendemains qui chantent, non seulement il n'y en aura pas, non seulement il va y avoir de plus en plus de fausses notes et de difficultés à accorder les violons entre une partie et l'autre, mais ça risque de mener à un départ en pleine crise, ce que je crois personne voulait et qui était dans l'intérêt de personne. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire pour la CAQ, Alec? C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Même si Sophie Brochu est sincère, convaincante, le gouvernement dit également qu'il n'y a pas de conflit, c'est pas pour ces raisons-là qu'elle quitte. Reste que elle était une PDG à la grande notoriété, gros capital de sympathie. Ouais. Les gens l'apprécient. Même les gens qui ne suivent pas de près l'économie, la politique, les questions environnementales savent qui est Sophie Brochu, savent que c'était une gestionnaire de talent. On avait travaillé des années, littéralement des années pour l'attirer à Hydro-Québec. Elle avait dit non plusieurs fois. Finalement, en pleine pandémie, elle avait accepté. On en était très fiers chez François Legault d'avoir réussi à attirer Sophie Brochu. Qu'elle quitte 2 ans avant la fin de son mandat, c'est pas une bonne nouvelle. Il faudra nommer un ou une nouvelle PDG qui a quand même des gros souliers à chausser, qui devra être un assez bon communicateur. On n'est plus à l'ère seulement des gestionnaires. Il faut expliquer pourquoi Hydro-Québec prend certaines décisions avec la transition énergétique. Ce ne sera pas simple de trouver quelqu'un à la fois au conseil d'administration, il ne faut pas l'oublier, la PDG du conseil d'administration, Jacinthe Côté, quitte en même temps que Sophie Brochu. Donc, présidence du conseil d'administration, présidence d'Hydro-Québec. Pour la CAQ, là, ça va être 2 nominations très importantes, mais ça ne pouvait pas être une bonne semaine pour eux. Ça, c'était assez clair. OK. Chantal? Et ça va leur prendre quelqu'un qui est capable d'avoir une sensibilité très particulière aux dossiers autochtones. C'est une des choses que Mme Brochu avait. Et ceux d'entre nous là, qui sont assez vieux pour avoir été là à l'époque de Grande Baleine, on s'en souvient d'Hydro-Québec avec ses gros souliers, qui a mis les pieds du Québec dans les plats et qui a fini par voir le projet avorter. Alors, l'idée qu'on va revenir à la mentalité
Le développement, c'est bon et tassez-vous de là parce que l'intérêt supérieur du Québec le commande. Sérieusement, et c'est un peu la mentalité qu'on a vue dans certaines des déclarations de M. Fitzgibbon, sérieusement, ça ne peut pas se racheter juste en s'achetant un complet vert. Et ça ne fonctionnera pas. Prédiction d'échec annoncée, quelqu'un qui n'a pas ce doigté-là va voir les projets où elle va tenter de mener à bien pour réaliser les objectifs plus ou moins bien planifiés du gouvernement, finir comme grande baleine, se casser la figure, en clair. Michel, rapidement, votre point de vue là-dessus? Il ne faut pas oublier que Jacques Parizeau avait arrêté Grande Baleine alors que c'était bien avancé, c'était bien plus loin que ce qui peut être en projet actuellement au Québec ou dans la tête des gens à Québec. Alors, il y a beaucoup de facteurs sur ça. Les Autochtones en est un, l'environnement en est un autre, et ça, c'est les deux angles morts du gouvernement Legault. Alors, il ne faut pas se surprendre que c'est là que le problème vient, mais il reste que il faut que le gouvernement surveille ces angles morts parce que c'est vraiment un problème. Oui, une nomination qui va devoir être faite de façon délicate. Bon, un autre dossier dont on a parlé un peu à Québec, mais beaucoup à Ottawa cette semaine, c'est l'utilisation de consultants, la firme McKinsey, qui, depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux, a obtenu plus de 60 millions de dollars en contrat. C'est pas mal plus que sous le gouvernement précédent. Cette semaine, les partis d'opposition sont entendus pour amener l'affaire devant un comité de réaction, puis on lance la discussion là-dessus. Ils vont devoir rendre des comptes. Je ne suis pas convaincu que les gens soient heureux de savoir qu'ils payent 2 fois pour des services et qu'à la fin de la journée, ceux qui partent avec l'argent, c'est ceux qui vont faire des profits. Tout le bilan du travail, tout l'argent impliqué, toutes les conversations, tous les textos, les courriels et tout ça sera obligé d'être public. Alec, c'est pas inhabituel qu'un gouvernement fasse appel aux services de consultants, mais c'est vrai que c'est beaucoup cette semaine. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? C'est beaucoup. Puis on parle de McKinsey parce qu'ils ont été sous la loupe dans d'autres juridictions, en France notamment, et parce que, bon, l'ancien grand patron de McKinsey, Dominic Barton, est un proche du gouvernement Trudeau qui a été nommé ambassadeur en Chine. Donc, il y a du grain à moudre sur le plan politique. Mais on fait affaire avec beaucoup de cabinets conseils à Ottawa depuis bien des années, pas seulement McKinsey. Là, on parle de centaines de millions de dollars. Et je ne suis pas certain que ça a toujours donné l'efficacité escomptée dans la machine gouvernementale. On n'a qu'à penser au ministère de l'Immigration, qui est quand même le ministère qui a accordé le plus de contrats à McKinsey, 44 des 66 millions. On ne peut pas dire que ça va très bien. 2 millions d'arriérés de dossiers à traiter, puis on connaît tous les enjeux de visa pour les francophones, etc. Donc, on se demande à un certain moment, est-ce que dans le fond, on déresponsabilise la fonction publique, on ne la laisse pas penser par elle-même? Est-ce que c'est parce que les fonctionnaires se dédouanent en allant à l'externe en disant, vous voyez, je fais mon possible, je suis allé chercher une expertise externe, on ne veut pas prendre de décisions trop radicales, trop importantes, sans aller vers des firmes de consultants qui vont mettre leur grosse étampe sur notre réforme pour pas se faire critiquer. Je ne le sais pas, mais il y a d'un fois l'impression qu'on en abuse un peu de ces cabinets conseils-là. C'est souvent bien là, aller chercher de l'air frais extérieur, des idées qui se font ailleurs dans le monde. Quand on est rendu à des chiffres comme ça, il y a matière à se poser des questions. Qu'est-ce qui fait mal, Chantal? Est-ce que c'est les liens que le gouvernement Trudeau entretient avec la firme, M. Barton, comme le disait Alec, ou c'est la quantité de contrats? Bon, on s'entend, là, 60 millions, c'est une goutte d'eau dans l'océan des dépenses publiques du gouvernement fédéral, quelque chose que vous verriez même pas si vous passiez à travers les états financiers du gouvernement, tellement c'est minuscule à l'ensemble des dépenses. La vraie question, c'est est-ce que de plus en plus on a recours à des firmes conseils? Et moi, je vois pas là, un grand et sombre complot jusqu'à preuve du contraire qui fait que le bureau du premier ministre envoie au ministère de l'Immigration un message pour dire « ce sont nos chums, donnez-leur des contrats ». McKinsey, en passant, n'a pas besoin de ça. C'est aussi une goutte d'eau dans l'océan de ses revenus. Ça aussi, ça compte. Mais est-ce que de plus en plus, la fonction publique fédérale est de moins en moins à la hauteur de ses missions? Et si oui, est-ce que ça veut dire que le talent qui pourrait être à la hauteur de ces missions-là va graviter vers les firmes de consultants? C'est un petit peu le débat entre les cliniques privées en santé et les cliniques publiques. Si c'est plus payant puis ça fonctionne plus facilement dans le privé,
on va appauvrir le public qui va être de moins en moins à la hauteur. Cela dit, dans ce cas-ci, je pense que ce serait intéressant d'avoir une commission parlementaire sur l'état du ministère fédéral de l'immigration, qui me semble, à sa face même, un cas d'espèce. Il se passe quelque chose qui ne va pas dans ce ministère-là, et ça se peut que le recours à McKenzie à cette hauteur-là soit plus un symptôme d'une grave maladie que sa cause. Michel, là-dessus. Le problème de ces maisons de consultants-là, M. McKenzie n'est pas seul, c'est aussi un problème de transparence gouvernementale, parce qu'après ça, eux fonctionnent sans les lois d'accès à l'information, sans les barrières qui permettent de circonscrire à un moment donné un certain nombre de choses, puis de rendre public avec une politique de transparence certains documents. Et après ça, McKenzie peut toujours dire, et les autres d'ailleurs, nous, on fait juste donner des conseils, on décide de rien. Venez pas nous voir nous on fait juste décider, le décideur, il n'est pas là. Ça, c'est troublant un peu. Moi non plus, je vois pas de sombre complot, là, mais on est rendu que quand le mot McKenzie est prononcé, tout le monde en voit un, là. Mais le problème est vraiment le recours de plus en plus systématique à ces firmes-là, au détriment de la fonction publique, l'effet que ça peut avoir sur la fonction publique, puis l'effet que ça peut avoir sur la transparence. Je soupçonne qu'on va en reparler parce que là, on n'est pas encore devant le comité parlementaire, mais ça va être... on va ressasser tout ça. Je vais vous entendre et je commence avec vous, Chantal, sur la sortie de M. Ford cette semaine en Ontario qui, tout d'un coup, est ouvert à des conditions pour du financement, pour davantage de financement en matière de santé. On a l'impression que le Front commun des provinces s'effrite un peu. Qu'en pensez-vous? Ou bien le Front commun des provinces se déplace. Ce qui est une proposition quand même un peu différente. M. Ford n'a pas dit « je m'en vais négocier tout seul, je suis gros, je suis fort, je suis l'Ontario ». Et il arrive avec ce discours-là, un peu dans la même veine que le ton de François Legault avant Noël à la sortie de sa rencontre avec Justin Trudeau. C'est François Legault le premier qui a dit « je suis plus optimiste en sortant que je l'étais en rentrant ». Et je comprends que le premier ministre ne veut pas convoquer les provinces s'il n'y a pas une chance raisonnable de terminer avec un succès. Alors, quand on regarde les deux déclarations, celle de François Legault, celle de Doug Ford, et on n'a pas entendu d'autres premiers ministres depuis ce temps-là dire « non, c'est pas ça du tout, et Doug Ford est un lâcheur », c'est pas ce qui s'est passé. En même temps, il y a Justin Trudeau qui a beaucoup modéré son langage. On ne parle plus de normes nationales. Cette semaine, dans les extraits qu'on a passés, M. Trudeau parlait de paramètres. Il prononce même plus le mot condition. On n'est plus dans les normes, ouais. Alors, ce qu'on a l'impression, c'est que d'un côté comme de l'autre, on a mis pas nécessairement de l'eau dans son vin autant que dans son discours, parce qu'ils s'étaient tous les deux menés ensemble dans une impasse qui profitait à personne. Les gens qui regardaient ça disaient « c'est quoi cette affaire-là » ce dialogue de sourds par médias interposés. Et là, il y a un repositionnement, selon moi, des deux côtés. Je dirais même que peut-être que celui de M. Trudeau est plus significatif que celui de M. Ford ou de M. Legault. Michel, là-dessus? Il y a certainement une convergence et il y a certainement l'abandon de mots qui faisait frémir l'autre côté. Il n'y a plus de normes nationales. C'est très important que le gouvernement fédéral dise ils ont passé 30 ans à dire qu'ils en voulaient. Et d'autre part, du côté des provinces, on dit vous voulez des renseignements, vous voulez des informations, on va vous en donner. Autrefois, c'était tabou de dire ça, surtout au Québec. Alors, donc, il y a quelque chose, mais il y a aussi là-dedans la pression de l'opinion publique, pas juste au Québec, qui voit un système de santé qui est pas en santé, qui ne fonctionne pas. La pandémie a révélé toutes sortes de choses, mais on voit que ça continue. Alors donc, les gens comprennent qu'il faut mettre plus d'argent dans le système et comprendraient pas que leurs politiciens passent un autre tour à se chicaner là-dessus. Il nous reste peu de temps, mais Alec, est-ce que vous vous attendez à une entente avant le prochain budget fédéral? Le prochain budget, je ne sais pas. Je pense que oui. Il y a plus de chances que oui que non. Je pense surtout qu'on assiste au début de la mise en application de l'une des règles de notre ami et chroniqueur Paul Wells. Vous savez, sa règle qui dit en politique canadienne, lorsqu'il y a un enjeu, le dénouement tend naturellement vers la solution la plus plate. Bien, ça risque d'être ça. Ça veut dire qu'on va s'entendre. On va finir par s'entendre. On est en politique canadienne. Tout le monde va mettre un petit peu d'eau dans son discours, puis finalement, on va avoir une entente. À quelle hauteur? Il reste encore les montants à négocier. Oui, c'est ça. Un bras de fer quand même, là, au-delà des normes nationales et tout. On ne s'entend pas sur les montants, mais n'empêche qu'on a vu
l'accélération cette semaine, je pense, d'une entente. Est-ce qu'elle va survenir avant le budget? Ça dépend de la date du budget, mais je pense que d'ici, raisonnablement, là, quelques semaines, 2, 3 mois, on devrait avoir une entente. La règle de Paul Wells. Wow, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu. Je l'aime, cette règle-là. Non, mais... Le dénouement est souvent le plus plate en politique canadienne. on verra où est-ce qu'on en est. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Alex, Chantal, Michel, merci infiniment. Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine pour d'autres affaires plates.